modérer un panel intitulé Mécanismes de justice régionale, quel futur pour les tribunaux hybrides et compétences universelles en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous le voulez bien, quelques précisions axiologiques sur la notion même d'universalité qui va nous occuper cet après-midi, postulée par la Cour pénale internationale, et dire que l'universalité dont il s'agit est géographique avant tout, en ce sens que les crimes internationaux transgressent les frontières et questionnent la survivance même de l'État westphalien au sens de l'État pleinement souverain, comme l'a théorisé naguère Jean Baudin dans les 6 livres de la République. L'universalité dont il s'agit est matérielle. Ça concerne le noyau dur des crimes internationaux, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et crimes d'agression, même si, il faut le préciser, en Afrique, avec le protocole de Malabo de 2014, certains crimes internationaux ont été pensés pour venir enrichir et densifier l'arsenal juridique déjà existant. Et je pense là au terrorisme, à la piraterie, je pense au changement anticonstitutionnel de gouvernement, et je pense également, entre autres, à l'exploitation illicite des ressources naturelles, lesquels crimes vont échoir à une juridiction, la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Mais l'universalité, et c'est surtout ça le propos de cet après-midi, l'universalité dont il s'agit n'est absolument pas matérielle, en ce sens que la Cour pénale internationale, et je salue la procureure, l'ancienne procureure Fatou Bensouda, la Cour pénale internationale est entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2002. Que faut-il faire alors pour réprimer les crimes qui ne ressortissent pas de la compétence de la Cour pénale internationale, pour les crimes qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale? Et donc la question est d'autant plus pertinente que le modèle des tribunaux pénaux ad hoc, créé par le Conseil de sécurité unilatéralement, ne sera plus reconduit parce que ça correspond à une justice imposée, ne sera plus reconduit parce que le Conseil de sécurité a dû faire face à des procès en illégitimité. Et je pense là aux affaires Kanyabashi, rendues par le tribunal pénal international pour le Rwanda, et à l'affaire Tadic, rendue par le TPY. Donc, quelle solution? La solution, c'est les juridictions pénales internationalisées, dites hybrides. Le procureur Mbakefal va nous entretenir des juridictions hybrides, et Philippe Ambache, que je salue. Il s'agit également, pour répondre à la question centrale que je me suis posée, celle de l'appareil normatif qui devra se substituer à la CPI pour des crimes qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la CPI. Il s'agira de compétences universelles, et j'en profite pour dire que c'est Madame Emmanuelle Marchand qui va parler de la compétence universelle. Donc, vous l'aurez compris, il sera question cet après-midi du principe de subsidiarité, étant donné que la compétence de la Cour pénale internationale n'est absolument pas prioritaire, à rebours de la compétence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Il sera question de mécanismes d'endogénisation de la répression pénale internationale des individus, compétence universelle et juridiction hybride. Il sera question de penser une réponse pénale locale, une réponse pénale située aux crimes internationaux. Donc il sera question finalement d'opposer le recentrement. Le recentrement, c'est la réponse pénale étatique, compétence universelle, juridiction hybride, donc d'opposer le recentrement au décentrement qui correspond au modèle de la Cour pénale internationale, qui est une cour aujourd'hui contestée par la vague de dénonciation, et je pense là au Burundi. Donc il sera question de tout cela, mais il sera surtout question, pour des considérations bassement matérielles, de temps à respecter. Il sera question de vous donner 10 minutes par panéliste, donc pour privilégier les discussions, pour privilégier les échanges aux présentations ex cathedra. Et donc, cher procureur, vous avez 10 minutes. Je vous remercie, monsieur le modérateur, professeur Ndiaye, et mes co-panélistes. Je remercie aussi les organisateurs de ce séminaire, en l'occurrence Madame Bettina Bach et Wayamo, et adresse un salut plus que fraternel à l'ensemble donc des personnes qui assistent à ce séminaire. Je vais partager ma petite expérience des chambres africaines extraordinaires, et j'insisterai beaucoup sur le rôle des victimes dans la mise en place des chambres africaines.
Parce que ce fut l'aboutissement d'un long processus qui a été entamé par les victimes et clôturé par les victimes elles-mêmes. En effet, c'est par leur obstination à obtenir justice qu'elles ont saisi les juridictions tchadiennes, sénégalaises et belges, sans compter le recours qu'elles ont introduit contre le Sénégal devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Donc c'est dans une action organisée que le droit à réparation a été reconnu par les chambres africaines puis mis en œuvre à travers un fonds d'indemnisation. Donc, pour rendre justice, les chambres africaines ont mis en œuvre ce qu'on appelle la compétence universelle. Et cette compétence universelle, appelée aussi compétence extraterritoriale, parce qu'il s'agissait de juger un homme qui a quitté son pays et qui a eu à commettre des crimes internationaux contre des étrangers, donc des sujets tchadiens, en territoire tchadien. Nécessairement, les éléments de preuve ne se trouvent pas au Sénégal, mais se trouvent au Tchad. Il faut les importer. Il faut entendre des témoins, entendre des victimes qui viennent du Tchad et les entendre au Sénégal. Ou bien, par le biais des commissions rogatoires, les entendre au Tchad. Mais il s'agissait de relever un défi. Vous êtes compétent pour enquêter dans un pays étranger, mais il faudra respecter ce qu'on appelle le procès équitable. Et le procès équitable, c'est le respect des droits de la défense, le respect des droits des victimes et le respect des principes processuels en cours dans la procédure pénale. Donc, pour revenir aux victimes, c'est très important. Ces victimes ont été organisées, et il faut le dire, par une ONG appelée Human Rights Watch, à la tête de laquelle, de l'ONG, était la personne appelée Michel Brody. C'est très important pour l'histoire des chambres africaines. Ces personnes les victimes ont été entendues, il y a une documentation des crimes, leurs auditions ont été prises, et ces documents ont été d'un grand apport pour l'accusation lorsque l'information a été ouverte. Donc les victimes, dans un premier temps, sont arrivées à Dakar, portent plainte en 2000. Les poursuites ont été annulées puisque le Sénégal n'avait pas donc compétence pour juger des crimes internationaux commis dans un autre pays que le Sénégal, sur des étrangers aussi. Et le Sénégal donc a annulé les poursuites, mais les victimes ont saisi le comité donc, des tortures des Nations Unies, qui a dit que le Sénégal avait signé la Convention des Nations Unies contre la torture de 1984 et devait juger après ou le renvoyer devant un pays parti à cette convention. Et l'un des pays partis à cette convention a été la Belgique, et les victimes se sont trouvées vers la Belgique, parce qu'entre-temps, il y avait des victimes qui étaient naturalisées belges. Donc la Belgique a ouvert une information et contre Hissène Habré pour génocide, crime contre l'humanité. Et a émis pas mal de mandats d'arrêt pour que le Sénégal puisse lui renvoyer Hissène Habré. Bon, le Sénégal n'a pas pu le faire et l'Union africaine a été saisie et a fait du dossier d'Hissène Habré un dossier africain. Et les experts de l'Union africaine donc, sont regroupés pour pouvoir mettre en place des chambres africaines extraordinaires. Ça n'a pas été facile, puisque Hissène Habré, lorsque le Sénégal a commencé à mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture, en changeant sa législation, après a saisi la CEDEAO pour dire, écoutez, mes droits risquent d'être violés. Parce que c'est pour moi que le Sénégal a mis en place, a changé son code pénal, son code de procédure pénale et sa constitution même. Et la CEDEAO a dit, écoutez, c'est vrai, il y a des risques de violation, j'accepte, mais l'Union africaine a donné simplement un mandat au Sénégal pour lui permettre de mettre en place une juridiction ad hoc, comme on le fait au niveau international, pour pouvoir juger Hissène Habré sans violer ses droits. Donc, les victimes ont mené ce grand combat et
les chambres africaines ont été mises en place, le procureur général avait une information, parce que nous sommes dans le système du civil law, où il y a un procureur qui ouvre une information, qui confie à une chambre d'instruction qui mène donc les enquêtes. Mais cette compétence universelle nécessite quand même des efforts, parce que il y a le financement qui a été vraiment une clé de voûte de la création des chambres. Il fallait trouver un budget pour couvrir les frais des chambres africaines. En dehors du financement, il y a la coopération internationale, parce que nous travaillons sur un pays souverain. Si ce pays-là n'accepte pas votre juridiction, le dossier s'arrête immédiatement. C'est la raison pour laquelle le Sénégal et le Tchad ont signé un accord de coopération pour faciliter le travail des juges. C'est ainsi que les juges ont fait 4 commissions rogatoires et se sont rendus au Tchad, et ce sont les Tchadiens eux-mêmes, les officiers de police tchadiens, qui ont mené des informations selon les termes même de la commission rogatoire donc établie par les juges sénégalais. Il y a eu 2500 victimes qui ont été donc entendues, et des archives de la police politique exploitées, parce que vraiment, le procès d'Habré a été un procès où les documents ont joué à fond. Parce que Hissène Habré, en partant, a laissé les archives de la DDS, où il y avait pas mal donc, de sources de renseignements qui nous permettaient de corroborer donc, les éléments de preuve retenus contre lui. Il y a eu la coopération avec la Belgique. La Belgique, qui avait ouvert une information, nous a transmis l'ensemble du dossier ouvert contre Hissène Habré. Coopération aussi avec la France, qui nous a permis de faire entendre un ancien tortionnaire de Hissène Habré. Donc, ce tortionnaire-là a été entendu en France. Les juges, lorsqu'ils ont rassemblé tous les éléments de preuve, entendu les témoins, demandé des expertises anthropologiques, médico-anthropologiques, légales, demander l'histoire du Tchad à un historien et demander une expertise sur le taux de décès au niveau des prisons, auditionner les témoins des parties civiles. Donc, ils ont considéré que ces éléments de preuve étaient assez suffisants pour permettre quand même le renvoi des Hissène Habré pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Il y a eu 96 témoins, victimes qui ont été entendus au niveau donc, de la juridiction de jugement. Est-ce que cela suffisait? Est-ce qu'il y avait une garantie d'un procès équitable? Nous le pensons, parce que l'article 21 du statut, qui reprend l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils, a été appliqué, et les victimes aussi, leurs droits ont été respectés, parce que s'agissant des crimes de masse, toutes les victimes ne peuvent pas être entendues. Le statut a prévu que les victimes se regroupent en association et désignent des représentants donc, pour déposer au niveau des juridictions sénégalaises. Droit de la défense et droit des victimes. La défense, ses droits ont été respectés parce qu'il y a une notification dans le plus court délai des motifs de l'accusation. Donc, Habré inculpé, détenu le 2 juillet 2013, des chefs de crime contre l'humanité, crimes de torture, avec spécification des actes sous-jacents retenus pour ces crimes. Il a obtenu le temps et les facilités nécessaires pour préparer ses défenses depuis l'instruction. Donc, depuis l'instruction, le dossier a été mis à sa disposition et à la disposition de ses avocats. Il comparaissait avec ses avocats, mais refusait de répondre aux questions et refusait de signer les procès-verbaux. Et c'est uniquement lors de son procès qu'il a refusé de comparaître, en demandant à ses avocats de ne pas venir au prétoire, obligeant le juge à dire, écoutez, nous sommes en matière criminelle, on ne peut pas juger quelqu'un sans avocat, donc on lui désigne d'office des avocats. Le jugement a été fait sans retard excessif, parce que le procès a duré de l'instruction jusqu'au jugement 4 ans et 3 mois, comparé à ce qui se passe au niveau des tribunaux pénaux internationaux. Interrogatoire et contre-interrogatoire de témoins à charge, assistance d'un interprète. Mais pour le droit des victimes, les victimes donc participent, concourent à l'exercice de l'action publique. L'action publique est
mise en mouvement et exercée par le procureur. Mais dans notre civil law, les parties civiles ont le droit de concourir à l'action publique en établissant, dans l'établissement des éléments de preuve. Une fois l'action publique bouclée, la peine donc requise, les parties civiles ont ce qu'on appelle une action, l'action civile. Et c'est dans cette action civile-là, ils se constituent partie civile et demandent réparation des dommages à elles causés. Donc, il y a eu le principe de l'oralité et de la publicité des débats. Tout le monde a constaté que vraiment il y avait une grosse publicité des débats avec la retransmission en direct du procès et tout le monde pouvait assister donc de loin ou bien en présentiel au procès. Et en conclusion, je dirais que la primauté des poursuites en matière de crimes internationaux appartient aux juridictions nationales lorsque le suspect se trouve sur le territoire ou lorsque les crimes ont été commis dans le ressort de leur juridiction. Et ce principe figure dans plusieurs conventions internationales et a été réitéré par le statut de Rome. L'Union africaine aussi a mis en place ce qu'on appelle une loi type de compétence universelle adoptée en 2012 et cela constitue une continuité quand même dans l'engagement de l'Union africaine à travers son acte constitutif de lutter contre l'impunité des crimes internationaux. Par son assistance juridique et sa contribution financière à la création et au fonctionnement des chambres africaines, l'Union africaine a posé le premier jalon dans la mise en place de juridictions nationales à caractère international. L'expérience des chambres peut être reconduite en relation avec les États membres se trouvant dans des situations d'incapacité et qui marquent une volonté de poursuivre les suspects de crimes internationaux localisés sur leur territoire. Je vous signalerai que l'article 669 du Code de procédure pénale sénégalais a apporté une innovation majeure en autorisant les poursuites non seulement lorsque le suspect étranger est sur son territoire, mais aussi lorsque l'une de ses victimes réside sur le territoire du Sénégal. Demain, rien n'empêche des victimes de venir résider au Sénégal, des victimes de crimes internationaux, et de demander des poursuites contre un étranger suspecté de crimes internationaux et qui ne se trouverait pas au Sénégal. Donc, l'étranger suspecté de crimes internationaux est arrêté au Sénégal, la compétence des juridictions sénégalaises est engagée. L'étranger ne vient pas au Sénégal, mais ses victimes résident au Sénégal, des poursuites pourraient être enclenchées contre cet étranger. Donc, restera le problème du financement du projet et de la coopération internationale pour pouvoir arriver à juger ce criminel-là. Voilà vraiment les grands enjeux de la compétence internationale. Ouvrir une information judiciaire, mais avoir un financement pour pouvoir exécuter les commissions rogatoires et faire importer les éléments de preuve. Cela ne suffit pas. Il faut, au-delà du financement, la coopération judiciaire internationale avec le pays territorialement compétent, à savoir le pays d'où habite le criminel, et à partir de ce moment, on peut être sûr que l'impunité ne sera pas garantie. Donc l'impunité va disparaître donc, du territoire parce que si tous les États africains jouent sur la compétence universelle, on peut être sûr de gagner le combat de l'impunité. Mais financement, coopération internationale. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le procureur. Je suis persuadé que lors des échanges, on reviendra en profondeur sur le modèle de la compétence universelle au Sénégal et sur même la nature de l'obligation conventionnelle qui est au fondement de la création des chambres africaines extraordinaires. Vous avez parlé de la Convention contre la torture de 1984. Lors des débats, on pourrait échanger sur le caractère self-executing ou si c'est une convention qui se doit d'être ratifiée et incorporée dans l'ordre juridique interne. Et enfin, on pourra peut-être revenir lors des débats sur une question que je me pose, celle de savoir pourquoi la vague de dénonciation de la Convention de Rome de 1998 n'est pas concomitante à la multiplication, en tout cas sur le territoire africain, du modèle des chambres africaines extraordinaires, ce qui pourrait permettre d'endogéniser et de situer la répression pénale à certains crimes internationaux. Je vous remercie.
Donc sans plus tarder, Monsieur Philippe Ombach, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup et aussi mes remerciements aux organisateurs, la Fondation Wayamo et la Fondation Konrad Adenauer de m'avoir invité. Je suis vraiment très content d'être parmi nous et je vais m'approcher au microphone. Voilà, je vais reprendre un tout petit peu où mon cher ami Bakefal a laissé un peu son discours, la question des cours hybrides et plutôt essayer de nous donner une vision globale, où est-ce qu'on va avec cela peut-être et potentiellement pour notre débat plus tard. Alors, les cours hybrides, on pourrait dire, c'est des potentielles solutions différentes à la justice internationale, soit dans le contexte africain, soit dans le contexte mondial, beaucoup plus généralement, pour justement les complexes de violences graves, des crimes internationaux, mais aussi, et là je reprends quelque chose qu'on avait discuté ce matin, aussi des crimes transnationaux. Et je vais dire quelque chose sur ça plus tard. Tout d'abord, les cours hybrides, qu'est-ce que c'est? C'est une cour qui est internationale et nationale, les influences internationales et nationales qu'on essaie de mettre dans un seul mécanisme. C'est l'ensemble, si vous voulez, parmi les juges, ça peut être les juges internationaux et nationaux, les magistrats, la défense aussi, national, international, les normes, les textes applicables internationaux aussi que nationaux dans le contexte. Et ça revient aussi à quelque chose qu'on avait dit ce matin, je crois que c'était monsieur le procureur Brammertz, que justement la localisation, ramener la justice à la régionalité, ça c'est aussi une idée derrière cela. Typiquement, ces cours sont aussi établis pour renforcer ou assister le système national de se remettre là où les structures ne sont pas encore assez stables, où il y a peut-être un petit manque de la connaissance des mécanismes, surtout pour la poursuite, les enquêtes et le procès pour les crimes internationaux. Donc, deux questions que j'aimerais bien poser et essayer de répondre. La première, est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il devrait y avoir un futur pour ces solutions? Et deuxièmement, si on dit que oui, est-ce qu'on peut l'optimiser et comment? Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà les lignes directrices de Dakar, qui sont dans le titre de mon intervention, savent un peu où je veux nous amener. Mais bon, je le laisse maintenant comme un peu secret. Peu importe quelle vision nous avons sur la justice internationale, si c'est symbolique ou peut-être un peu plus matériel, je crois que ce qu'on peut noter, c'est une prolifération des cours hybrides depuis les années 2000. Ça a commencé par des initiatives des Nations Unies au Kosovo, Timor-Leste, et après on a une longue liste de cours qui se sont mis en place depuis. La Cour spéciale pour le Sierra Leone, les chambres extraordinaires pour le Cambodge, anciens juges parmi nous, le tribunal spécial pour le Liban, les chambres africaines extraordinaires, mais aussi la Cour pénale spéciale dans le contexte de la République centrafricaine, un projet très intéressant et assez récent, les chambres extraordinaires du Kosovo et des projets qu'on connaît tous qui sont en train d'être discutés. Parmi ceux, il y a aussi le Darfour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont des caractéristiques qu'on voit souvent? On voit clairement que ce sont des tribunaux ad hoc, ça veut dire vraiment créés pour un conflit spécifique. Ils sont intégrés à certains niveaux et degrés dans le contexte national et ils sont considérablement divers de leur structure, de leur fonctionnement et aussi de leur réussite, on peut dire. L'effet de cette diversité est notamment des procédures assez longues pour les établir. Et je crois que ça, c'est un problème grave qu'on voit.
L'idée est là, par contre, la mise en œuvre prend énormément de temps. C'est la négociation des textes, c'est la négociation du niveau d'internationalisation, c'est les discussions sur les fonds financiers, les influences contextuelles, quel droit procédural s'applique. Donc il y a un grand nombre de potentielles fragmentations. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette fragmentation est un fait avec lequel nous devons vivre ou est-ce qu'on peut potentiellement réussir une standardisation d'une certaine façon? Je nous amène vite fait dans le contexte du droit pénal international, où on a aussi commencé par un projet à Nuremberg et à Tokyo, une solution ad hoc pour un conflit, qui a été suivi, nous avons le procureur des mécanismes ici, par le TPY et le TPIR, encore deux solutions ad hoc, mais ces solutions ont déjà pas mal apprises de Nuremberg. Les principes de Nuremberg qu'on retrouve complètement aussi englobés par les statuts des tribunaux. On voit aussi quelque chose qui est intéressant à voir, que dans les règlements de preuve de Nuremberg, on trouve plein de règles procédurales qui ont été reprises d'une certaine façon aussi par les tribunaux. Donc on voit un effet de leçon apprise. Et voilà, là maintenant on parle de la CPI. La CPI, je crois qu'on peut aussi être d'accord sur ça, est une tentative de l'Assemblée des États de se mettre d'accord sur certains minimums, certains standards qu'on veut mettre dans un texte pour l'appliquer idéalement, globalement. Donc, on voit ce développement d'un ad hocisme à quelque chose de permanent sur un acquis général. Problème ou question, est-ce qu'on peut appliquer la même chose pour les hybrides? Et là, justement, ce qu'on vient de dire, il y a cette diversité des contextes, il y a notamment aussi des autres initiatives qui n'ont pas encore fonctionné. On parlait du protocole de Malabo, d'une cour permanente régionale. On a, Monsieur le procureur Bramaz l'a aussi dit, les commissions d'enquête permanentes, ça ne semble pas non plus être un projet directement envisagé par les Nations Unies. Par contre, on a aussi, si on regarde ces cours hybrides, pas mal de similarités. Ça commence par les crimes, on parle des crimes internationaux, mais c'est aussi le droit applicable dans le niveau procédural, soit on prend la ligne inquisitoire, soit on prend la ligne anglo-américaine, adversale, mais dans ces contextes, on trouve plein de similarités entre ces mécanismes et notamment aussi des similarités sur la question de la participation des victimes et des réparations, quelque chose qu'on a déjà entendu. Donc, qu'est-ce que les lignes directrices de Dakar font ou essayent de faire? C'est exactement identifier ces potentiels points communs, ces potentiels, on peut dire, possibilités que le fondateur d'un tribunal peut utiliser pour établir un tribunal. Donc c'est un ensemble d'options, de connexions, de conceptions, un ensemble d'options qui peuvent fonctionner. Ce n'est pas une feuille de route unique ou un modèle unique pour prescrire un modèle qui fonctionne et les autres modèles ne fonctionnent pas. Parce que ça, justement, serait pas très... ça ne nous amènerait pas très loin. Donc, ce guide de référence qu'on trouve là, c'est un projet qui essaye d'avoir un minimum de standardisation dans ce contexte divers. Et le but derrière, c'est un peu la solidification de ces institutions et notamment de raccourcir le temps que ça prend pour établir ces mécanismes. Parce que si j'ai un peu plus déjà des éléments que je peux mettre ensemble pour avoir une telle cour, peut-être que je vais aussi gagner un peu de temps. Et je crois que ça, c'est justement pour les victimes qui sont impliquées le plus important. On ne peut pas se permettre de dire « Ah, on va créer quelque chose, on attend 2 ans et après on reprend tranquillement ». Je crois que là, justement, on peut encore faire plein
amélioration. Vite fait sur les crimes transnationaux, parce que je viens de dire que c'était quelque chose qu'on pourrait aussi y mettre. Les cours hybrides ont cette liberté d'élargir aussi le droit applicable, le droit matériel applicable. Donc ceci serait une possibilité, notamment si on le prend vraiment du point de vue qu'on veut créer des capacités nationales qui peuvent reprendre après. Ça veut dire qu'on peut avoir un système comme quoi il y a un peu d'expertise qui vient potentiellement de l'international. Comment gérer des crimes transnationaux? Et on vient de le dire, c'est surtout la criminalité organisée. Et comment on peut potentiellement aussi faire du progrès là-bas. Juste attention, parce qu'on ne peut pas non plus surcharger ces cours. On a vu que c'est un projet très fragile à chaque reprise qu'on les crée, et la surcharge peut être un grand problème. Donc, je vous invite de regarder ces lignes directrices et de réfléchir si, en fait, ça peut être un facteur intéressant. C'est un document vivant. Il faut constamment le mettre à jour, vu tous les contextes qu'on a et l'évolution de ces contextes. Mais je crois que c'est une voie à prendre pour développer plus cette voie de justice qui est beaucoup plus régionalisée et qui crée notamment aussi des ressources dans le cas idéal. Merci beaucoup. Merci, cher Philippe. Je suis sûr qu'on pourra revenir et passer au peigne fin le modèle du Cambodge, du Liban, du Timor, du Kosovo, de la Sierra Leone, de la Bosnie-Herzégovine et même du Sénégal qui se rapproche un peu des juridictions internationalisées, et revenir également sur les formes d'hybridation. Hybridation par le droit applicable, vous l'avez dit, hybridation également, on pourra y revenir par rapport à la composition des juges. Ces juridictions hybrides sont composées de juges nationaux et de juges internationaux. Et peut-être pourquoi pas revenir sur le rapport entre les Nations Unies et les juridictions hybrides, qui est un rapport assez erratique. Tantôt l'ONU joue un rôle prépondérant, c'est le cas par exemple pour le tribunal spécial pour la Sierra Leone, avec la résolution 1315 qui a établi cette juridiction, et tantôt l'ONU ne joue absolument pas un rôle important, et on l'a vu pour la création du tribunal spécial pour le Liban. Tout compte fait, on reviendra sur toutes ces questions techniques. Je vous remercie d'avoir respecté le temps de parole. Chère madame, vous avez 10 minutes. Merci. Excellence, mesdames, messieurs les invités, j'ai le privilège et aussi la tâche difficile d'avoir la toute dernière présentation de cette journée qui a été déjà longue et riche en débats. Donc j'espère que vous allez m'accorder encore quelques minutes d'attention. Et je remercie d'ailleurs la Fondation Wayamo d'avoir organisé cette conférence qui a permis de tels échanges. Donc, je vais parler de la compétence universelle. Donc, ce matin, les différents intervenants ont parlé en fait des mécanismes déjà qui existent pour connaître des crimes commis en Afrique, donc la Cour pénale internationale, les tribunaux hybrides, les mécanismes régionaux. Donc, quelle place et quel rôle pour la compétence universelle? Eh bien, comme on le sait, ces mécanismes sont limités. La Cour pénale internationale n'est pas compétente pour connaître de toutes les situations. Tous les États n'ont pas ratifié le statut de Rome. Les mécanismes ad hoc sont mis en place pour traiter d'une situation particulière. Et quand ces mécanismes internationaux existent, ils existent souvent pour juger seulement les plus hauts responsables. Il existe donc une niche d'impunité. Que faire? Donc, en termes d'illustration, je vais utiliser l'exemple du Libéria. Au Libéria, entre 1989 et 2003, il y a eu deux guerres civiles qui ont ravagé le pays et qui ont un impact terrible sur la population locale. La Cour pénale internationale n'est pas compétente, le Libéria ayant ratifié le statut de Rome en 2004. Il y a eu un tribunal hybride, la Cour spéciale pour la Sierra Leone, qui a été établie dans un pays voisin, mais qui est compétente pour connaître des crimes commis dans le pays voisin. Et même si cette Cour a jugé l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, elle a jugé pour les crimes commis en Sierra Leone et non au Libéria. Au niveau national, il y a eu l'établissement d'une commission vérité et réconciliation, et en 2009, il y a eu un rapport final qui recommande la poursuite d'une centaine d'individus et qui recommande aussi l'établissement d'un tribunal au Libéria. Mais depuis 2009, rien. Aucun procès, aucune poursuite.
Et nous savons très bien que l'absence de mécanisme national ne veut pas dire l'absence de la volonté de la population d'avoir accès à la justice. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, il faut être créatif, il faut être inventif. Et des fois, être créatif, c'est inventer de nouveaux outils, mais des fois, être créatif, c'est utiliser des outils qui existent déjà, mais qui ne sont pas utilisés à leur potentiel, à leur plus haut potentiel. Et c'est le cas de la compétence universelle. Ce matin, on a parlé de complémentarité positive. Et on sait très bien que depuis des années, en fait, le feu des projecteurs est tourné vers les instances supranationales. Et on oublie un peu le rôle premier, en fait, des États, la responsabilité première des États de poursuivre les crimes internationaux. Donc, pour les non-juristes, en quelques mots, traditionnellement, les États sont compétents pour poursuivre les crimes commis sur leur territoire. Ils sont compétents pour connaître des crimes commis par leurs nationaux ou contre leurs nationaux. Et la compétence universelle permet aux États de connaître des crimes qui ont été commis à l'étranger par des étrangers sur des étrangers. Cette notion de compétence universelle pure n'existe plus vraiment, à part maintenant peut-être en Argentine. Et maintenant, il y a un critère de rattachement, il faut la présence de l'auteur des crimes sur le territoire qui engage les poursuites. Et donc, en fait, pour le Libéria, nous, en tant que société civile, Civitas Maxima et d'autres, nos confrères locaux, on a décidé d'utiliser toutes ces compétences. Et grâce en fait, à la compétence universelle, on a pu avoir les premiers dossiers qui traitent de la guerre civile au Libéria. Parce que la réalité, c'est que quand on documente les crimes, on s'aperçoit que les auteurs des crimes, principalement, se trouvent au Libéria. Et dans ce cas-là, dans ce pays qui n'a aucune volonté de poursuivre les criminels de guerre, ça va être difficile. Surtout que certains de ces auteurs des crimes ont des rôles importants au sein du gouvernement. Mais, comme l'ambassadeur du Rwanda le mentionnait, les auteurs des crimes voyagent. Ils se déplacent. Certains ont demandé l'asile dans des pays. Et donc, une fois qu'on a localisé l'auteur des crimes dans différents pays, des pays européens, on va, nous, apporter les dossiers aux autorités nationales. Ce qui nous a permis, en quelques années, d'avoir un dossier en Belgique avec Martina Johnson qui a été arrêtée, un dossier en Suisse, Alieu Kochia, dont le procès de première instance est terminé cette année et qui a été condamné à 20 ans de prison pour crime de guerre. Premier procès de crime de guerre pour ce qui s'est passé au Libéria. On a le dossier Djibril Massakoy qui a été mentionné par Thierry Cruvelier en Finlande. On a eu le dossier Agnès Taylor en Grande-Bretagne. Et on a le dossier Kundi Kamara qui est maintenant en France. Donc, ça a ouvert des portes. Et puis pour l'anecdote et pour l'utilisation des outils, on a aussi utilisé la loi d'immigration. Je sais que ce n'est pas forcément le truc, mais c'est juste pour penser un peu à une autre réflexion un peu du droit. Je pense que vous avez tous ceux qui ont voyagé aux États-Unis, savent que dans l'avion, on doit remplir une petite carte en disant est-ce qu'on a déjà commis des crimes de guerre, est-ce qu'on est un terroriste. Ça nous fait tous bien rire, mais en l'espèce, nous, ça nous a permis d'avoir une voie d'accès à la justice pour ces victimes libériennes. Parce qu'il y a justement, le Libéria a vraiment des liens très proches avec les États-Unis, donc il y a beaucoup de Libériens qui sont installés aux États-Unis. Et donc, on est allé voir Homeland Security, on a dit, vous avez sur votre territoire quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas commis de crime de guerre, mais nous, on sait qu'il a commis des crimes de guerre. Et aux États-Unis, la fraude à l'immigration est un crime. Donc, ça nous a permis d'avoir des procès d'immigration. Et pour prouver la fraude, il fallait prouver la réalité des crimes, donc prouver qu'il y avait des crimes de guerre commis. Donc, ça nous a permis d'envoyer des victimes libériennes témoigner aux États-Unis. C'était un procès d'immigration, mais c'était aussi la première fois que des victimes ont pu témoigner. Donc, au final, maintenant, nous travaillons avec plus d'une dizaine d'unités à travers le monde sur ces dossiers libériens. Mais la question, c'est quel est l'impact de ces procédures extraterritoriales? Si on peut dire que vraiment le fait qu'il y ait des procédures qui existent pour ces crimes oubliés est une avancée, peut-on vraiment parler d'impact si ces procédures demeurent éloignées des communautés affectées? On sait très bien que justice doit être rendue, mais justice doit être rendue aux yeux de tous. Hein? Et ce qui est important, et le pendant de ces procédures extraterritoriales, c'est aussi la création et le développement d'une stratégie de diffusion et d'information ciblée et effective. Et il y a eu des ratés. Hein. Je pense que Thierry, des opportunités manquées. Thierry a mentionné ce matin le procès d'Djibril Massakoy, qui est quand même un procès mené par des autorités finlandaises au Libéria. Donc le premier procès concernant les crimes de guerre au Libéria sur le territoire libérien est mené par une autorité finlandaise. C'est quand même ubuesque comme situation, mais à cause des politiques nationales, bien sûr, les informations, ce qui se passe, le momentum a été un peu limité.
Mais il y a eu d'autres succès. Et en fait, c'est vrai que c'est travailler sur comment on fait au mieux pour que ces procédures extraterritoriales reviennent aux oreilles de la population intéressée. Donc on va essayer de faire en sorte que des journalistes locaux viennent suivre ces procédures. On va essayer aussi d'utiliser des moyens de communication qui sont une réalité dans le pays. On ne va pas utiliser la télé, mais les radios locales. On a utilisé aussi des moyens d'information des troupes de théâtre, parce qu'il y a une oralité au Libéria sur un échange d'informations. Donc on a eu des troupes de théâtre qui sont allées de village en village expliquer ce qui se passait ce qui se passait aux États-Unis. Et la réalité et l'impact, on l'a vu dès le départ. Et je pense que peut-être aujourd'hui les gens sont un peu frustrés, mais moi qui étais là depuis 2012, j'ai vu cet échange. Au début, quand on a commencé la documentation des crimes au Libéria, les gens avaient vraiment peur de parler. Mais dès les premières arrestations, il y a eu des talk-shows à la radio et on commence à parler de la justice. Et les victimes commencent à appeler et à discuter. Après le procès de Jungle Jabba et après les premiers témoignages des Libériens, les Libériens sont descendus dans la rue. Ils ont fait une manifestation demandant l'établissement d'un tribunal international. Il n'y a pas longtemps, le barreau libérien a rédigé un draft de loi pour l'établissement d'un tribunal. Il y a une résolution soutenue par des législateurs libériens. George Weah, pour la première fois, un président libérien, est allé devant l'Assemblée générale et a reconnu l'existence d'un mouvement pour la justice au Libéria, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Et si c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire pour l'établissement d'un tribunal ou d'un mécanisme au Libéria, on ne peut pas renier l'impact de ces procédures extraterritoriales. Impact sur la population. Moi, j'ai vu, il y a un changement la peur a changé de camp. Maintenant, ce sont les auteurs des crimes qui commencent à avoir un petit peu peur. C'est maintenant eux qui commencent à prendre les radios pour parler du fait non, on ne devrait pas avoir le tribunal, etc. Il y a eu un impact de coopération, on en parlait, l'importance de la coopération. Le Libéria, bien sûr, il n'a pas forcément, pour l'instant, envie vraiment d'établir ce tribunal, mais la question de la justice et de l'impunité au Libéria est allée sous les radars. Et devant la communauté internationale, ils ne peuvent pas maintenant dire complètement nier ce qui se passait, ce qui était fait avant. Ils sont obligés de faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça va être autoriser des autorités de poursuite d'autres pays, comme la France, à venir enquêter au Libéria, ce qui n'était pas le cas avant. Un impact aussi sur justement juste le fait qu'il y ait cette discussion en fait, sur l'impunité au Libéria. Donc s'il y a vraiment encore du chemin à faire au Libéria pour l'établissement d'un tribunal, on ne peut pas enlever cet impact des dossiers extraterritoriaux. En fait, ils ont permis de réouvrir une discussion qui, sans ces mécanismes, en fait, serait restée enterrée et oubliée. Voilà, merci. Et je n'ai même pas eu à demander la parole. L'organisation me fait comprendre que les échanges peuvent durer jusqu'à 16h30. Donc peut-être que je pourrais commencer par prendre un lot de 5 intervenants en demandant aux intervenants de ne pas communiquer à la place des panélistes. Sinon, ça n'a pas d'utilité scientifique. Mais je prendrai un lot de 5 intervenants et puis on avisera par la suite. Monsieur Denis Nour. Madame Monsieur Monsieur Sall. Monsieur Si. Et une dame, et l'égalité sera assurée. Une dame. Madame. Madame comment? Madame Guissé. Monsieur Ndour, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Merci aux panélistes. Alors, je serai très bref, comme vous l'avez demandé. Donc, c'est Denis Ndour de la Ligue sénégalaise des droits humains. Je voulais demander à M. Fall, par rapport aux chambres africaines, je ne reviens pas sur le procès d'Habré. On sait que ça s'est passé, justice a été rendue. Les victimes sont toujours là, peut-être pour demander en tout cas réparation. Mais
ma question va dans le sens de la coopération dont on a parlé. Quel est le rôle que le président du Tchad a joué? Parce que dans la perception, les gens ont senti que c'est comme c'est lui qui voudrait effectivement que Habré soit poursuivi et qu'il avait mis les moyens pour que vraiment ce procès puisse avoir lieu, au moment où d'autres se demandaient, lui, qu'est-ce qu'il a joué comme rôle pendant ce processus. Deuxième et dernière question, pour, je pense, Philippe, pour demander, est-ce que vous pensez que ces cours hybrides-là, ça montre un peu les limites de la Cour pénale internationale? Si oui, est-ce que ça montre également le fait que nos juridictions au niveau national ne sont pas assez efficaces pour qu'on puisse recourir à cette forme de jugement? Merci. Madame Cissé. Oui. Moi, j'ai une question concernant la compétence universelle installée dans la loi sénégalaise, que je pose aussi bien au président Bakefal et à Madame Marchand. Comme vous le savez, la compétence universelle a été instaurée dans la loi sénégalaise suite au premier échec du procès Habré au plan national, puisque faisant partie à l'époque du collectif des avocats de la défense d'Hissène Habré, j'avais été chargée de soulever l'incompétence juridictionnelle des tribunaux sénégalais, et ça avait marché au niveau de la chambre d'accusation et de la Cour suprême. Donc, compte tenu que le critère de compétence universelle est lié à la résidence soit de l'auteur présumé, soit des victimes, compte tenu de ce qu'on voit des fois se profiler de plus en plus à l'horizon, de l'impossibilité de juger dans certains pays en raison de possibles lois d'amnistie ou de absence ou disparition de la volonté politique, je pense à la Gambie, je pense à ce qui se passe actuellement, bien que ce ne soit pas du tout clair au niveau du Mali, où il est évident que s'il y a une négociation, le problème donc de loi d'amnistie ou de la non-poursuite pourrait être actuel. Alors la question que je pose aux deux panélistes, c'est est-ce que vous pensez et comment vous pensez que la compétence directe juridictionnelle des tribunaux sénégalais pourrait être assise sur ces dispositions de compétences universelles concernant par exemple des faits de crimes contre l'humanité en Gambie ou au Mali, voire même peut-être en Côte d'Ivoire vu la loi d'amnistie? Et est-ce qu'une loi d'amnistie nationale pourrait être opposée aux tribunaux sénégalais statuant directement sur leurs compétences nationales sur le critère de la compétence universelle, ou bien est-ce qu'il y aurait une possibilité d'imaginer une cour hybride pour permettre l'incorporation d'exigences du droit international ou comme à la CPI, on ne peut pas opposer une loi d'amnistie? Voilà, c'est la question que je pose. Merci, Madame Cissé. Monsieur Fall. Merci, Monsieur le modérateur, le professeur Sidi Alpha-Ndiaye. Merci également aux panélistes. J'ai deux questions pour le procureur Bakefal. L'affaire Hissène Habré est très passionnante. Je pense qu'elle est la première affaire pénale d'être jugée en Afrique, mais aussi elle a la particularité d'être portée devant le prétoire de beaucoup de juridictions internationales, la CIJ, régionale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sous-régionale devant la Cour de justice de la CEDEAO. M. Fall a évoqué le rôle joué par certaines ONG. Ce rôle, aussi vrai soit-il, je pense que la décision de la CIJ en 2012, obligation de poursuivre ou d'extrader, a été décisive dans la mise en place des chambres africaines extraordinaires. Je voudrais que M. Fall revienne sur cette décision. Également en 2005, la Cour de cassation d'alors au Sénégal, le juge sénégalais s'est retranché derrière l'argument
de l'absence de domestication de la norme relative à l'interdiction de la torture pour refuser, pour appliquer la Convention contre la torture. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que M. Fall partage l'avis du juge de la Cour de cassation d'alors? Merci. Merci, M. Fall. M. Si. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, le professeur Sidi Alpha Ndiaye. Merci également aux différents intervenants. Moi, j'ai une question relativement à la sissiparité des juridictions internationales pénales. En réalité, dans chaque zone, on constate qu'il y a une juridiction pénale internationale. Est-ce que cette multiplication des juridictions internationales ne va pas aboutir à un conflit de compétences ou bien même un conflit de juridiction qui certainement va aboutir effectivement à l'effritement des compétences de la Cour pénale internationale? Et cela, à un moment, peut aboutir à une chasse croisée judiciaire entre les différentes juridictions internationales. Voilà l'objet de ma question. Merci. Merci, M. Si. Enfin, Mme Guisset. Merci. Une question brève à M. Fall. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal sera en mesure d'accueillir un autre procès sur le fondement de la compétence universelle? Et est-ce que le Sénégal pourrait le faire seul, sans l'appui de l'Union africaine? Et c'est une question qui se pose au Sénégal, mais qui se pose dans d'autres pays en Afrique. Est-ce qu'on pourrait, sur la base de la compétence universelle intégrée au droit national, avoir, devant les juridictions nationales normales, ce type de procès? Merci, Mme Guisset. Sans plus tarder, honneur aux dames. Non, allez-y, je vous en prie. Non, je pense qu'il y a une des questions, je ne connais pas assez la loi du Sénégal pour rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la question d'amnistie concernant les procès extraterritoriaux, ce sont des questions qui vont se poser. Je pense que vous avez été aussi travaillé en défense. Ça sera bien sûr un argument qui sera toujours soulevé par les équipes de défense s'il y a des procédures qui sont soulevées. Et ça a été le cas, je vais parler de ce que je connais, du Libéria. Au Libéria, il y a eu, avant que Charles Taylor parte, il a quand même créé une loi d'amnistie pour le Libéria, et c'est une question qui s'est posée pour le procès de Gus Kovenhaven aux Pays-Bas. Et il y a eu une évaluation en fait, qui a été faite par les tribunaux néerlandais sur la validité de cette loi d'amnistie. Donc ils ont considéré qu'elle n'était pas valide pour différentes raisons, mais je pense que ça va être une évaluation qui est toujours faite un peu au cas par cas, et on ne peut pas faire, je pense, des conclusions générales sur comment ça doit être appliqué un peu partout. Je pense que ça va aussi dépendre de la valeur des argumentations du procureur et de la défense. Mais c'est bien sûr une question qui soulèvera, s'il y a une loi d'amnistie qui est toujours soulevée dans ce genre de procès, puis c'est une façon très facile d'arrêter toutes les procédures. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ces questions qui sont malheureusement très difficiles. J'aurais bien aimé qu'on allait à la pause café ou quelque chose comme ça, mais non, on nous pose des questions. Alors, est-ce que les cours hybrides montrent les limites de la CPI? Oui. Oui. Ils sont, plus encore, le résultat des limites de la CPI. La CPI a, en tant que principe fondateur, le principe de la complémentarité. Il y a clairement décrit que la Cour pénale internationale est tout à la fin de tout. Si tout le reste ne fonctionne, c'est que là que la CPI arrive. Et, de plus, c'était clair dès le début, par justement aussi Madame l'ancienne procureure, qui l'a énoncé à plusieurs reprises pendant ces 2 mandats, dès le début de la Cour, qu'on peut juste aller pour une très petite somme de potentielles personnes ciblées, les plus responsables pour les crimes les plus graves. Donc, le résultat de cette complémentarité et le besoin
des solutions nationales ou des solutions régionales. Et là aussi, je crois que je parle encore avec la voix de Madame l'ancienne procureure, que les solutions hybrides régionales sont tout à fait en accord avec l'article 17. Ce n'est pas donc un signe de faiblesse, mais plutôt un signe d'un système qui fonctionne. Si on arrive à avoir la Cour pénale internationale tout à la fin, mais avant ça, pour tout ce qui est les crimes qui ne sont pas vraiment au niveau des plus responsables, que ces crimes peuvent être considérés par des cours nationales et ou des cours hybrides. Idéalement, dans vraiment les trois tranches. Prenez par exemple la République centrafricaine, les cours nationales, la cour hybride et la Cour pénale internationale qui travaillent tous ensemble dans un contexte d'une justice qui est potentiellement la plus complète qu'on peut avoir. Alors, cour hybride versus des lois d'amnistie, ça c'est la question que je craignais le plus. Il y a plusieurs exemples. La Cour spéciale pour le Sierra Leone a contourné le potentiel problème d'une loi nationale d'une amnistie par son statut et sa compétence temporelle, parce que justement ils ont défini la compétence temporelle qu'une amnistie qui existait pour les crimes d'avant n'était pas en discussion. Par contre, il faut maintenir un problème en tête. S'il y a une loi nationale qui donne une amnistie, et cet même État qui a établi cette loi est le co-négociateur pour une cour hybride, et que le statut de cette cour hybride est donc, par exemple, quelque chose qui est intégré dans le système national, si je suis la défense, la première chose que je vais sortir, c'est que mon client bénéficie d'une amnistie nationale établie par ce même pays qui fait partenaire de cette cour à travers son statut. Donc ça devient difficile et problématique. Une possible solution est que dans le statut de cette cour hybride, on déclare clairement que les amnisties d'avant ne sont pas valables devant cette juridiction. Et je crois, et là je regarde Madame l'ancienne juge des chambres extraordinaires, que c'était quelque chose qui était le cas pour le Cambodge, où cette cour donc peut neutraliser une telle amnistie à travers son statut. Ça c'est une possibilité, mais disons, une matière très difficile parce que justement on a potentiellement des lois nationales qui sont encore valables, donc à discuter. Finalement, une question encore, est-ce qu'il y a un conflit de compétences entre la CPI et des mécanismes hybrides qui nous amène à une chasse de juridiction? J'adore le concept. Là, encore une fois, je dirais que non, parce que la Cour pénale internationale, encore, va pas se battre pour avoir la juridiction principale. La Cour pénale va toujours essayer de faire valoir l'article 17. Seulement, si et quand l'article 17 ne peut pas être respecté, la Cour pénale va rentrer dans le jeu. Et ça peut être même, par exemple, pour une tentative d'un procès pénal qui n'atteint pas les niveaux minimums. Donc ça peut pas seulement être l'inaction, mais aussi l'action, mais qui n'atteint pas le niveau nécessaire. Par contre, une chasse, je crois qu'on est loin de ça. On essaie plutôt, au sein de la CPI, de vraiment essayer de renforcer les capacités nationales dans la mesure que ça nous est permis par le statut. Merci Philippe. Si je peux me permettre un petit parti pris subjectif, malgré ma qualité de modérateur, c'est qu'effectivement il faut relativiser les critiques des États africains à l'égard de la Cour pénale internationale qui serait une CPI qui ne fonctionnerait pas, qui serait frappée d'insuccès, un procès en illégitimité finalement de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que, comme Philippe vient de le dire, les États qui critiquent, les États africains surtout, qui critiquent la Cour pénale internationale, ont une compétence prioritaire
sur la compétence de la Cour pénale internationale qui n'est que complémentaire. Et c'est là toute la différence dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale et des tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés par le Conseil de sécurité. Donc il y a bien un article 17 dans le statut de Rome qui dispose que la Cour pénale internationale n'est compétente que si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas. Voilà les deux conditions. C'est lorsque l'État ne peut pas juger son propre ressortissant ou ne veut pas le juger, manque de volonté politique, que la Cour pénale internationale, in fine, pourrait juger le dit individu. Et s'agissant également des critiques par rapport à la supposée mainmise du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, il faut savoir finalement que le Conseil de sécurité n'a été à l'initiative du déclenchement de la compétence de la Cour pénale internationale, et je parle sous l'autorité de l'ancien procureur Fatou Bensouda, qu'à 2 reprises, avec la résolution 1793 qui permet à la Cour pénale internationale de s'intéresser au cas Darfouria, et à travers la résolution 1970 par rapport à la situation libyenne qui a été envoyée à la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, le cas le plus problématique, la Côte d'Ivoire, qui polarise les critiques, il faut savoir que Laurent Gbagbo n'a été jugé par la CPI à l'époque que parce que Laurent Gbagbo avait activé en tant que président de la République l'article 12, alinéa 3, par rapport au consentement ad hoc, parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire n'était pas un État partie. Donc, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a été à l'origine du jugement de ressortissants ivoiriens. Donc, c'est quelques données empiriques et juridiques qui permettent d'édulcorer les critiques virulentes des États africains contre la CPI. Si je peux me permettre, je me suis permis ce parti pris. Cher procureur, vous avez la parole. Donc, Maître Cissé a posé un problème juridique relatif à l'amnistie. Nous savons tous que l'amnistie est une cause d'extinction de l'action publique et qu'elle efface les crimes qui ont été commis. Si, par exemple, un étranger qui a commis des crimes internationaux se présente au Sénégal et qu'il a arrêté, et qu'au cours de l'audience, il excipe de l'amnistie, le Sénégal dira par exemple que notre loi prévoit l'amnistie et que s'il y a des preuves que la personne a été amnistiée, l'action publique ne peut pas s'engager. Mais si les crimes reprochés à cet étranger, par exemple, ont été commis et relèvent, par exemple, d'une convention internationale qui interdit d'exciper de l'amnistie, on peut opposer. Si cette personne-là relève d'un État partie à cette convention, on peut lui opposer la fin de non-recevoir, disant que la convention que vous avez signée, que votre État a signée, et que le Sénégal a signé, ne permet pas d'amnistier de tels faits. Je crois que c'est seulement à partir de ce moment qu'on peut écarter l'amnistie. Mais s'il n'y a pas d'indication expresse dans ces conventions, ou bien dans la législation sénégalaise, l'exception peut bien passer. Mais je crois qu'il faut qu'on pousse la réflexion pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pérenne, quoi. Maintenant, s'agissant de la coopération judiciaire, monsieur, je crois que c'est Denis Nou qui dit que quel est le rôle du président tchadien dans le procès. Le Tchad a contribué, comme l'Union européenne, l'Union africaine et certains États membres de l'Union européenne, au budget des chambres africaines. Donc, la participation du Tchad a été de 2 milliards de francs CFA et il n'y a aucun rôle joué par le président. Mais à un certain moment, le Tchad a voulu connaître de l'affaire et s'est constitué partie civile, ce que les juges ont refusé. Donc, vous ne pouvez pas vous porter partie civile contre des crimes internationaux commis par le président du Tchad. Les juges ont continué les investigations et eu à entendre des témoins. Et ces témoins-là ont mis en cause le président. Et à partir de ce moment, les juges peut-être ont commis une petite bourde diplomatique parce qu'ils ont envoyé une convocation à débit par la DHL. Et
là, vraiment, ça a failli créer un conflit diplomatique entre les deux pays et le procès allait s'arrêter là. Mais l'Union africaine a fait ses médiations et le dossier donc a été réglé. Même si par extraordinaire, on avait trouvé des faits graves à l'encontre du président, son immunité juridictionnelle ne permettrait pas aux chambres africaines de le mettre en cause, mais de le faire juger. C'était un accueil juridique important. Et puis, vous le mettez en cause, le procès s'envole. Vous n'aurez plus de procès Hissène-Habré. Voilà. Il y a donc, pour la Cour internationale de justice, quelqu'un dit que bon, les victimes ont joué un rôle, mais le rôle le plus décisif a été joué par la Cour internationale de justice. Vous savez, les victimes ont été à l'origine de la saisine même de la Cour internationale de justice. Parce que les victimes ont saisi les autorités judiciaires belges qui ont ouvert une information. Et ces autorités belges ont demandé au Sénégal d'extrader Hissène-Habré en lançant des mandats d'arrêt. Et le Sénégal a refusé d'extrader Hissène-Habré. Et la Belgique a dit, écoutez, moi je suis État partie à la Convention de New York contre la torture. Le Sénégal aussi est partie. Nous sommes en conflit, donc moi j'ai saisi la Cour internationale de justice pour trancher, pour demander au Sénégal de respecter ses obligations. Et la Cour a tranché en disant, écoutez, le Sénégal, vous êtes fautif, vous devez respecter vos obligations de juger Hissène-Habré sur le territoire sénégalais, vient de l'extrader par la Belgique État partie qui demande à le juger. Et a demandé au Sénégal de juger sans délai Hissène-Habré. Donc c'était en 2012, coïncident avec l'accord signé par le Sénégal et l'Union africaine, ce qui a permis de mettre en place les chambres africaines au mois de février 2013. Donc, monsieur, si, c'est sur les trucs hybrides, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est en mesure d'organiser un procès à l'image de celui qu'il a tenu contre Hissène-Habré en droit? Notre code de procédure pénale permet au Sénégal, comme je vous l'ai indiqué, de juger un auteur présumé de crimes internationaux à l'étranger qui a été arrêté au Sénégal. De même que la législation permet au Sénégal d'enclencher une procédure contre un étranger suspecté de crimes contre l'humanité qui ne se trouve pas sur le territoire sénégalais, mais lorsque ces victimes se trouvent ici, résident au Sénégal. Maintenant, comme je vous l'ai indiqué, le principe de la compétence universelle est très difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut des moyens, des ressources humaines, il faut des ressources financières et il faut aussi une coopération. Voilà. Si l'État d'origine ne veut pas coopérer, il y aura difficulté pour mener des investigations parce qu'il y aura un blocage au niveau des preuves. Vous ne pouvez pas instrumentaliser sans une commission rogatoire, sans une coopération judiciaire. Si vous avez cette coopération judiciaire et que vous n'avez pas de budget adéquat pour payer les enquêteurs, pour faire ordonner des expertises médico-légales, donc ce sera difficile aussi. Donc voilà, il y a un link entre la coopération judiciaire avec l'État de l'étranger et le financement donc, de la procédure. Voilà les deux principaux écueils qui peuvent quand même bloquer une action judiciaire menée par les juridictions sénégalaises à l'encontre de cet étranger qui a commis des crimes internationaux. Voilà ce que j'avais à répondre. Si j'ai des omissions, vous pouvez les rappeler. Merci, monsieur le procureur. Eu égard au temps, je vais peut-être prendre 3 autres interventions avant de laisser les panélistes conclure. Ça vous va? D'accord. Bettina Barr. Qui d'autre? Ah. Monsieur? Monsieur? Monsieur Seigneur. D'accord. Enfin, troisième, dernière. Oui, monsieur Diaraté. C'est ça. D'accord. Bettina? Comme je veux toujours rester très réaliste, question embêtante, qui va payer? Et peut-être
centrafricaine pourrait être un modèle où ce sont les... Bon, je sais parce que l'Allemagne maintenant paye, je crois, un juge, donc devrait ça être les États nationaux qui envoient des personnels internationaux et qui payent pour ça. Parce que sinon, je me demande comment vous allez trouver encore des gens qui créent des cours ad hoc. On sait ils sont très chers. Je crois que toute la discussion, c'est aussi en comparaison avec la justice nationale, qui est beaucoup moins chère. Et comment on peut justifier tout ça? Merci. Monseigneur. Merci. C'est pour Emmanuel et pour Philippe. Vous avez parlé aussi de la coopération avec la société civile. Et s'il y a des exemples positifs, par exemple au Libéria, qui passe en Europe, aux États-Unis, ou qui passe à la CPLA, comment est-ce que vous travaillez avec la société civile pour diffuser des informations, pour vérifier qu'ils sont au courant, si c'est peut-être quelque chose qui n'est pas nécessairement dans les médias nationaux? Comment est-ce que vous pourrez vérifier qu'il y a vraiment un effet avec la société civile dans les différents pays? Monsieur Diaraté. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais poser une question à l'ex-procureur au niveau des chambres africaines. Alors, quelle lecture pouvez-vous faire des droits de la défense devant les juridictions ad hoc? Pourquoi cette question? Parce que souvent, quelle lecture pouvez-vous faire de la pratique des droits de la défense devant les juridictions ad hoc? Parce que souvent, on critique, ou bien en faisant une opposition entre les juridictions pénales internationalisées et la CPI, on constate que la CPI est plus soucieuse du respect des droits de la défense que les juridictions ad hoc. Bon, peut-être, je ne sais pas, à tort ou à raison, parce que les juridictions pénales ad hoc sont des juridictions qui, après avoir bouclé leurs affaires, vont disparaître, et que la CPI, qui est appelée à vivre, entre guillemets, éternellement, doit en tout cas plus lutter pour sa légitimité. Je donne un exemple, même dans le cas de l'affaire Abré. Oui, par exemple, on a fait sujet, par exemple, la violation de la présomption d'innocence. L'Hissène Abré qui a été forcé à comparaître, tout ça, donc des violations qui ont été relevées par la doctrine. Donc la question, je reprécise, ça concerne la problématique du respect des droits de la défense devant les juridictions pénales ad hoc. Je vous remercie. Merci, M. Diaraté. Je propose que chaque panéliste puisse avoir 3 minutes, répondre aux questions et conclure en même temps pour mettre fin aux travaux de cet après-midi. D'accord, merci. Emmanuel. Alors, il y a 2 questions, parce que je veux aussi répondre à Bettina sur... parce que pour Libéria, il demande justement la loi qui a été rédigée, l'ébauche de loi, concerne l'établissement d'un tribunal hybride. Mais ça a été fait à la demande des Libériens, puisqu'ils considèrent que leur système juridique et leur système judiciaire n'est pas assez solide, en fait, ils n'ont pas encore les connaissances pour mener des procès de ce type. Et c'est assez drôle parce qu'il y a aussi une méfiance en interne, en fait, aussi. Et c'est une demande, en fait, d'avoir des internationaux qui soient impliqués dans la procédure. Et bien sûr, en exemple, on cite des chambres africaines extraordinaires, un peu comme modèle, mais c'est encore une discussion qui est très, très préliminaire, bien sûr, concernant ce tribunal. Et bien sûr, toujours la question des financements qui est quand même cruciale. Après, juste pour répondre à Ion, de toute façon, quand on parle de procédure extraterritoriale, de compétences universelles, ça demande une coopération. Ça demande de coopération entre États, mais ça demande coopération entre autorités nationales et société civile. Donc je pense que demain, peut-être Aurélia De Vos va peut-être en discuter un petit peu plus, mais nous, en tant que société civile, on collabore avec les autorités, que ça soit à différents niveaux. Après, on a besoin aussi, dans ces dossiers-là, des organisations locales qui ont un accès aux victimes, qui ont un accès aux lieux, qui ont un accès à la culture et aussi justement qui vont nous aider non seulement pour monter les dossiers et aussi pour la diffusion. Et ça, je pense que
ça serait complètement une opportunité manquée de ne pas avoir une discussion avec justement les organisations locales et la société civile sur comment on communique dans un pays. Parce que ces procédures à l'étranger sans communication, c'est un peu comme si elles n'avaient jamais lieu. Et c'est pour ça que nous, donc en exemple, comme je disais, on sait qu'au Libéria, il y a un principe d'oralité, c'est comme ça qu'on raconte les histoires, qu'on passe des informations importantes. Et donc on a travaillé avec une troupe de théâtre et qui ont développé toute une pièce de théâtre sur un procès. Et c'est comme ça que ça a été communiqué. Ça nous paraît complètement étrange, moi étant française, de cette façon de parler d'un procès, mais c'est une façon qui marche, qui a permis d'avoir un dialogue. C'est aussi du théâtre participatif, donc il y a eu des échanges. Donc, de toute façon, quand on parle de procès extraterritoriaux, ça ne peut pas se faire sans coopération à différents niveaux, que ce soit horizontalement ou verticalement. Il faut qu'il y ait un rôle. Bon, un rôle limité aussi de la société civile pour la documentation, bien sûr, puisqu'on est là souvent pour donner les premières informations. On documente c'est les premiers sur le terrain qui documentent ce qui s'est passé, mais ensuite il faut que les autorités nationales aient la capacité de développer leurs propres leads, leurs propres preuves, parce qu'en tant qu'intermédiaire, on reste quand même toujours un peu le maillon faible. Je peux savoir, je sais de quoi je parle. On reste le maillon faible un peu des procédures extraterritoriales, et on sera toujours aussi une proie facile pour la défense. Voilà, merci. Merci beaucoup. Question simple, qui va payer? Je dirais que Wayamo et Konrad Adenauer. C'est facile. Qui va payer? Ça reste un des grands problèmes de toutes ces cours hybrides dès le début. On avait toujours le problème que les cours hybrides sont un résultat aussi d'un manque d'accord sur le niveau international, de vraiment payer pour une solution internationale. Ceci veut dire que les cours hybrides, dès le début, ont dû se battre pour le financement. Normalement, c'était des batailles annuelles, mais selon aussi les activités de ces cours, c'était des batailles assez ad hoc. Comme par exemple, on avait des ressources financières supplémentaires qui étaient nécessaires. Donc je me souviens encore des longues discussions avec ceux qui étaient par exemple dans la cour spéciale pour le Sierra Leone, que c'était vraiment des discussions où le procureur a dû, à plusieurs reprises par an, faire du fundraising. Vraiment, il a dû voyager pour demander aux États, à des organisations, financement pour des prochaines étapes, même pas pour des ans, mais pour des prochaines étapes. Et également, pour les chambres extraordinaires au Cambodge, c'était, et ça reste, un défi. Et on a des autres exemples où à chaque reprise le financement est le grand problème. Donc, si vous regardez les lignes directrices de Dakar, vous trouverez aussi certaines idées qu'on a lancées là-dedans, que par exemple, il est impératif qu'un plan de financement de quelques années soit établi dès le début d'un tel tribunal, qu'on fait un planning de, disons, 3 ans, 5 ans, pour que ce soit solidifié et qu'on a vraiment l'accord de ceux qui vont financer une telle solution qui soit immédiatement aussi dans le devoir de financer. Comme ça, on n'est pas dans le problème que 2 ans dans les procédures, du coup, on doit s'occuper du financement. Donc c'est un grand problème, mais je crois que c'est là où maintenant il faut faire un peu le travail de transfert, de mettre ces discussions au début de ces tribunaux. Pour la défense, je crois que c'était plutôt une question pour monsieur le procureur. Seule chose que je peux dire, c'est pour les cours hybrides, ça c'est un grand défi. On a tendance d'oublier le besoin d'une bonne défense. On a tendance d'oublier que la défense doit avoir les mesures commensurées, les mesures qui sont dans un bon équilibre avec le procureur pour que cette défense puisse être effective, parce que sans une défense effective, on peut également oublier le projet d'une justice soit internationale ou internationalisée. Donc ça, c'est la seule chose que je peux dire. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Bakefal. Je vous remercie, monsieur le modérateur. S'agissant du financement des juridictions hybrides ou bien des juridictions nationales qui veulent exercer la compétence universelle, j'ai pensé qu'il y a une hypothèse donc, selon laquelle les crimes internationaux, c'est-à-dire les crimes fondamentaux, appelés par les anglophones the core crimes, sont des crimes qui interpellent la conscience universelle. Et partant de là, je dis que la communauté internationale est interpellée, et donc à chaque fois que de besoin, un appel à contribution vraiment peut être lancé pour punir et réprimer ces crimes internationaux. Parce que les enquêtes sont difficiles, sont coûteuses. Sans la contribution donc, des pays de bonne volonté, on ne peut pas mener une enquête à terme. Pour la compétence universelle, ça doit être limite. Parce que normalement, la primauté des poursuites appartient à l'État territorial. Et cet État territorial a la possibilité de demander l'extradition de la personne arrêtée dans un État tiers. Mais le problème se pose lorsqu'il y a une mauvaise volonté, lorsque cet État ne demande pas l'extradition. À partir de ce moment, vous êtes tenu par les conventions de juger cette personne. Et là, vous êtes un pays sous-développé, vous avez des problèmes sociaux, économiques. Est-ce que le fait de vouloir rendre justice doit vous conduire quand même à dégraisser votre budget pour pouvoir soutenir le jugement, donc, et les poursuites des crimes internationaux? Donc ça pose un véritable défi. Et là, la coopération internationale, normalement, doit agir pour permettre à ces juridictions nationales de poursuivre ces crimes internationaux. S'agissant des droits de la défense, le fait de contraindre Hissène Habré à comparaître relève du droit processuel sénégalais. Donc il y a une disposition du Code de procédure pénale qui dit que lorsqu'une personne est attraite pour crime devant la cour d'assises et que cette personne, on lui a notifié donc un exploit d'huissier lui demandant de comparaître et qu'elle refuse de comparaître, le président de la chambre d'assises a le pouvoir de demander sa comparution forcée. Et cette disposition-là, qui a été appliquée par le président de la chambre d'assises en faisant comparaître de force Hissène Habré. Sous d'autres cieux, des personnes diront, écoutez, le droit international, compte tenu de son évolution, ne permet pas à ce qu'une personne qui ne veut pas comparaître, qu'on la fasse comparaître de force. Bon, ça, tout le monde peut y penser. Mais nous, au niveau des chambres, on a appliqué le texte sénégalais qui permettait au président de la chambre d'assises de faire comparaître de force l'accusé, ce qui a été fait. Voilà. Donc vraiment sur ce, je remercie de votre attention. Et très content, quand même très ravi de participer donc avec des sommités comme Serge, Madame Bensouda, Anta Guissé, Bettina, Mercissé et Auréa Devos, qui m'a invité au pôle crime contre l'humanité à Paris, alors que j'ai préparé le procès de Hissène Habré. Elle avait déjà fini le procès de Simbang, un Rwandais qui était jugé sur la base même de la compétence universelle à Paris. Donc vraiment, elle m'a montré le cadre, comment préparer l'audience, l'agenda, tout ça. Vraiment, ça a été très bénéfique pour moi. Et je la remercie. Je remercie tout le monde de votre attention. Merci. Donc voilà que s'achève la mission que Bettina m'avait confiée. C'est les derniers mots de l'ancien procureur des chambres africaines extraordinaires clôture la plénière et la journée. J'ai pris énormément de plaisir à modérer ce panel composé de praticiens. Merci Emmanuel, Philippe et Mbaké, qui ont l'avantage, il faut le dire, les praticiens, d'apporter un regard critique, empirique, technique et pratique sur la justice pénale internationale. Ça change des universitaires.
de l'universitaire que je suis. En tout cas, les débats de cette plénière ont montré à quel point les États sont au cœur de la justice pénale internationale, véritablement au cœur, s'agissant des juridictions hybrides et s'agissant également de la Cour pénale, de la compétence universelle. Et donc la Cour pénale elle-même est tributaire de la volonté des États. Donc on a tendance à oublier, lorsqu'on critique, lorsqu'on cloue au pilori l'action de la Cour pénale internationale, il faut savoir que les États sont finalement la cheville ouvrière même de tout appareil qui se veut international et universel en matière de répression des crimes internationaux. Je vous remercie.